Je vous propose qu'on fasse un focus maintenant justement sur le monde industriel, avec notre deuxième table ronde consacrée donc à ce secteur, puisque face aux grands enjeux de demain, quels sont les besoins des industriels auxquels l'IRT peut répondre? L'occasion de revenir sur cette table ronde sur des projets structurants qui ont été menés à bien, mais aussi de se projeter dans l'avenir avec nos invités que je vais appeler maintenant à me rejoindre. Tout d'abord, Nathalie Duquesne, la directrice générale de Liber Aerospace Toulouse, qu'on peut applaudir et qui me rejoint. Christian Picollet, Corporate Vice-président Research and Technology chez Safran, qu'on peut applaudir également et qui est là. Rejoignez-moi, je vous en prie. Christophe Valorge, directeur technique Thales Aliena Space, qui est là également. Alain Dezotti, le responsable de l'architecture et l'intégration avion chez Airbus. Et enfin, on l'a cité et vu tout à l'heure dans notre petit film également, je vous en prie, messieurs, dames, installez-vous, Denis Deschmaker, le directeur général de l'IRT Saint-Exupéry. Installez-vous, je vous en prie. Normalement, il y a de la place pour tout le monde. En revanche, pour les micros, on va se les passer. Je vais vous en mettre un ici. Installez-vous, monsieur, je vous en prie. Hop. En voilà un. En voilà un second. Pardon, hein, je fais comme à la maison. N'hésitez pas à les prendre. Alors d'abord, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis, évidemment, de vous recevoir. Une question pour faire connaissance, si j'ose dire. On va faire un premier tour de table. Pourquoi les industriels que vous êtes viennent à l'IRT? Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les expertises que vous venez chercher à l'IRT les uns et les autres? Alors là, c'est comme tout à l'heure pour le planétarium, il faut qu'il y en ait un qui se jette à l'eau. Qui démarre? Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous. Je vais dire, la caractéristique de la filière aéronautique française, son leadership mondial, c'est d'abord de travailler ensemble. On a la chance, et peut-être le seul pays où on a les avionneurs, en particulier qui est le leader mondial, qui est Airbus, des équipementiers, des motoristes. Et il y a peu de pays dans le monde qui ont ces trois caractéristiques. Et on a l'habitude de travailler ensemble, même si au sein de l'écosystème et de la filière, on peut être concurrent, certains équipementiers sont concurrents, mais on aime bien travailler ensemble. Et c'est un avantage concurrentiel pour créer le leadership, de savoir travailler ensemble, de se synchroniser. Et c'est ça qu'on vient chercher. Et l'IRT a les caractéristiques de la beauté, unité de temps, de lieu et d'action. On retrouve en un lieu la capacité à travailler ensemble. Et donc voilà, je dirais ce qu'on vient y chercher. Nathalie Duquesne. Merci. Je dirais qu'on n'a pas trop rappelé comment ça marchait, hein, l'IRT, mais nous, ce qui nous a beaucoup plu dès le départ, ça a été le modèle. Donc effectivement, il y a cette notion de partenariat public-privé, mais c'est aussi que quand on travaille sur un sujet, en fait, on va mettre un effort qu'on ne peut pas mettre forcément dans notre entreprise. Je prends l'exemple, il y a 10 ans, nous, on était une société mécanicienne, on est devenu un peu plus une société électromécanicienne. Donc à l'époque, on n'avait pas beaucoup de capacité à travailler sur des sujets comme l'électronique de puissance. Et on sait que c'était un gros défi pour l'avion électrique, avec les problèmes, par exemple, de décharge partielle, qui sont liés aussi au niveau de pressurisation qu'on va avoir. Et là, en mettant, nous, une ressource, Safran mettait une ressource, Thales, à l'époque qui est devenu Safran, mettait une ressource. Voilà. Et au lieu d'avoir une personne qui s'intéressait au sujet, on avait non seulement les 3 industriels, et ensuite les forces de l'IRT, plus un soutien des académiques, à l'époque le laboratoire Laplace, par exemple. Et ça fait qu'avec 1 euro investi, quelque part, on avait un levier énorme et on pouvait faire des projets de plus grande envergure. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a plu dans le modèle. On continue notre tour de table. Même question. Qu'est-ce que vous venez, vous, chercher à l'IRT? Alors, en complément de ce qui vient d'être dit, auquel je m'associe complètement, parce qu'effectivement, c'est la recherche partenariale. Qu'on vient y chercher aussi, effectivement, ce sont des compétences. Alors, initialement, c'était les compétences, comme tu le disais, de nos partenaires, finalement, de ceux qui venaient participer au projet. L'IRT, c'est une usine à projet de R&D. Maintenant, on vient aussi chercher des compétences propres de l'IRT. Je pense qu'une des réussites de l'IRT, c'est d'avoir aussi su créer petit à petit dans le temps des compétences propres. Et donc, c'est aussi ça qu'on vient chercher. Peut-être complémentaire aussi à ce qu'on vient de dire, ce qu'on aime bien à l'IRT, c'est aussi une plus grande liberté de proposer des projets et de les orienter ou les réorienter au cours du temps. Ça, c'est aussi une liberté qu'on n'a pas forcément dans d'autres contextes.
Alors certes, il y a un cost, il y a un CA, et on ne fait pas n'importe quoi, hein, mais c'est quand même une certaine liberté dont on dispose, et ça c'est quelque chose d'important pour nous. Voilà, donc je pense que c'est les deux aspects. L'IRT, c'est aussi notre maison, hein, c'est nous qui l'avons fait, voilà, donc c'est le moyen d'y mettre de la R&D un peu outsourcée, c'est un peu ce que tu disais, hein, c'est de faire quelque chose qu'on ne saurait pas faire tout seul. Donc encore une fois, je reviens sur la notion de partenariat qui est très importante, de lien naturel qui est déjà établi avec le monde académique, notre supply chain, avec d'autres grands maîtres d'œuvre qu'on n'a pas l'occasion forcément de voir. Pour nous, spatial par exemple, il est très intéressant d'être avec la filière aéronautique, de profiter de temps en temps d'un certain nombre de sujets sur les matériaux, sur l'électrique, etc., sur lesquels on s'insère dans des projets sans être porteur du projet, mais en étant partenaire minoritaire, mais profitant de l'appel d'air, je dirais, pour progresser aussi. Donc c'est ça aussi, c'est l'intérêt de l'IRT pour nous. Alain Dezotti, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit ? Oui, tout à fait. Sur l'aspect collaboratif, c'est évident. Sur l'aspect de levier, alors pas simplement, c'est pas juste une affaire financière, hein, c'est aussi une affaire de levier de compétences, hein, quand on met toutes ces compétences ensemble. La capacité à monter les projets, parce que quelquefois c'est assez complexe, et je crois que l'IRT est très bon là-dessus. Puis finalement, pour être très concret, c'est des disciplines techniques particulières, hein. Donc c'est l'électrification, c'est l'ingénierie système, le digital, l'intelligence artificielle. Et puis c'est des compétences aussi très particulières dans certains domaines pointus sur les matériaux. Alors justement, Alain Dezotti, je vous laisse le micro. Concrètement, on va essayer d'être concret. Concrètement, est-ce que vous avez des exemples précis justement de projets que vous avez menés avec l'IRT et qui ont apporté une vraie valeur ajoutée à votre entreprise ? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un certain nombre, j'en ai vu ce matin là, en dehors là, sur les présentoirs. Il y en a un dont je voudrais parler, c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'ingénierie système, de la conception de systèmes complexes, qui est GMCO. Alors GMCO, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un espèce de super solver. Un solver, c'est-à-dire une machine, un outil, un programme qui permet de coupler entre eux différents moyens de calcul de différentes disciplines et qui permet de réaliser des optimisations multidisciplinaires. Alors dit comme ça va être un petit peu compliqué ou un petit peu théorique, mais si je prends un exemple très lié à la place de Toulouse. À Toulouse, chez Airbus, on a une des fonctions de la maison Airbus à Toulouse, c'est de concevoir l'intégration des moteurs, fait par nos amis de Safran ou d'autres, et d'intégrer ces moteurs à la voilure, et on les accroche avec une pièce, un élément que j'ai cru comprendre, vous connaissiez bien, et qui est fait à Saint-Éloi, qui est le mât-réacteur. Alors ce mât-réacteur, c'est une espèce de grosse poutre, donc un élément de structure qui doit à la fois tenir le moteur et transmettre la poussée des moteurs à l'avion. Donc il y a une optimisation de la structure extrêmement importante à faire. C'est quelque chose qui est collé entre le moteur, la forme aérodynamique du moteur et la forme de la voilure. Donc il y a de l'aérodynamique qui est extrêmement importante aussi. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Puis à l'intérieur de ce mât-réacteur, on fait passer des systèmes, on fait passer de l'air chaud à 200 degrés, qui est à côté de carburant. Donc ça, normalement, ça ne va pas trop bien ensemble. Et puis on fait passer de l'hydraulique aux haute pression, et puis on fait passer l'électricité haute tension aussi. Donc il faut condenser tous ces systèmes, et il y a des exigences de sécurité extrêmement importantes. Et puis il faut faire ça facilement, il faut le produire facilement, pas cher, et puis il faut l'entretenir pendant toute la vie. Donc c'est ça de l'optimisation multidisciplinaire. Et donc quand l'ingénieur essaye de faire ça, l'ingénieur ou les ingénieurs essayent de faire ça, ils utilisent des codes très sophistiqués, et historiquement, ils les font tourner les uns après les autres. Là, ils passent les données d'un code à l'autre. Ils ont un résultat, ils le mettent dans une courbe, et puis ils en font un autre, et puis ils continuent comme ça, et ils essayent d'optimiser. GMCO, c'est le solver magique qui permet de coupler toutes ces méthodes entre elles, numériquement, qui permet aussi de décrire le processus d'optimisation qu'on veut réaliser. Oui. J'ai ces contraintes-là, et je veux aller chercher cet optimum, et permet d'explorer. Et alors, ça permet de le faire de la même façon qu'avant, simplement, ça permet de le faire 40 fois plus vite. Voilà, donc c'est extrêmement important dans le monde dans lequel 40 fois plus rapide qu'un moteur traditionnel. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples. Performance, ouais. Et voilà, et grâce à l'IRT, on s'est doté de cet outil d'optimisation qui est absolument unique au monde. Denis me disait, il y en a un autre qui est aux États-Unis. Donc on parlait de souveraineté un petit peu plus tôt. La NASA en a un à peu près équivalent. Mais voilà, nous, on a le nôtre. On va passer la parole à Denis Deschmecker justement sur GMCO. Il peut s'appliquer à quoi d'autre ? Alors d'abord, on verra sur le marketplace, on a un stand spécifique, donc il ne faudra pas hésiter à aller solliciter les équipes. En fait, il peut s'appliquer à la fois à des éléments comme le moteur. Il peut s'appliquer également sur des ensembles plus complexes, comme un satellite. Alors, on ne l'a pas encore fait, mais en tout cas, c'est une proposition qu'on pourrait imaginer. Je vais prendre un exemple
assez simple pour l'illustrer, mais un satellite a besoin de panneaux solaires pour faire de l'électricité, ça a besoin de batteries, ça a besoin de réchauffeurs. Et donc la question, c'est de savoir combien de mètres carrés je vais mettre de panneaux solaires, combien de réchauffeurs je vais mettre, est-ce que je vais mettre plus d'isolants ou plus de panneaux solaires, etc. Et donc là, on peut faire des optimisations au niveau de l'ensemble. Mais ça peut s'appliquer aussi au niveau microscopique, c'est-à-dire, enfin microscopique, en tout cas au niveau du composant, puisqu'un composant, on parlait beaucoup d'électrification, donc il y a notamment des composants qu'on appelle des grands gaps qui permettent de faire des commutations de puissance, et d'ailleurs on le fait avec les équipes d'Airbus Central, notamment. Il y a Gilles Pérez qui est dans la salle, et c'est une très très belle collaboration qu'on construit depuis des années, et Fabio tout à l'heure pourra éventuellement en parler. Et donc, on peut également appliquer ce genre de méthode d'optimisation aussi, parce que ça chauffe, parce que ça irradie, etc. Et donc, il faut trouver le bon compromis. Christian Picollet, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous avez un exemple précis à nous donner d'une collaboration avec l'IRT? Ouais, ben, je vais revenir sur le mot qui a été prononcé plusieurs fois ce matin sur la décarbonation et l'électrification de l'avion. Je dirais que il est évident à tout le monde. En 2017-2015, on disait on va faire un avion tout électrique. Et puis à l'instar de ce que fait sur l'automobile, ça doit être facile quelque part d'électrifier un avion. Donc la question qui se pose sur l'avion tout électrique, c'est quelle tension qu'on va mettre pour électrifier l'avion. Alors si on parle de propulsion, on va parler, si la voiture c'est 50-100 kW, là on va parler de 20 MW. Le train c'est 2 MW. Et je me souviens d'une visite que j'avais faite chez nos amis d'Alstom. Le train c'est électrique, c'est bien connu, c'est décarboné. Et ils nous avaient voir les contacteurs électriques pour le TGV. Ils faisaient un petit mètre cube. D'accord. Alors je m'étais dit, purée, un petit mètre cube dans l'avion, ça va être un gros avion. Et donc la question qui se posait, c'est est-ce que l'électrification est possible, sachant qu'on a un phénomène physique avec l'altitude qui fait qu'on ne peut pas employer toutes les tensions. Donc la question qui se posait, c'est est-ce que c'est possible et comment améliorer la connaissance. Et le projet qu'on a fait, c'est iVolt. C'est comprendre comment l'électricité en altitude se comporte, les décharges partielles, la tenue des isolants, la compréhension des arcs électriques, et se donner des moyens pour comprendre cela avec le monde académique. Et donc on a fait iVolt. En 2017, on a fait iVolt 1. C'était 10 millions, 25 participants. Oui. Il y avait des gens comme Alstom, il y avait des gens comme Leroy-Somer qui étaient avec nous, il y avait des petites sociétés, il y avait les académiques et le fameux Labo Laplace. On vient de refaire iVolt 2. Donc pour 5 ans, pour 4 ans devant nous, encore de travailler sur iVolt 2, qui va nous permettre de comprendre et de permettre l'électrification. Et ça, c'est un super projet. On va comprendre, parce qu'on peut faire de la techno, on peut faire de l'avion électrique et des business plans, ça va vachement vite, mais si ce n'est pas possible, ça va vite s'arrêter. Et donc c'est ça la question. Denis, je vais vous faire réagir. Donc il y a iVolt 2, plus tout ce qui est céramique aussi. C'est ce que vous me disiez quand on a préparé cette table ronde. Voilà, c'était pour mettre un peu des matériaux en plus de l'élec, même si on est capable de fusionner les deux à certains moments. Alors sur les céramiques, je pense que c'est une très très belle histoire qu'on est en train de construire en fait avec Safran. Donc les céramiques sont utiles pour les parties chaudes, très chaudes des moteurs. Et donc ça, c'est un vrai travail qui est nécessaire finalement pour Safran. Mais Safran a aussi besoin que ce soit produit en amont, et donc ils ont besoin d'une supply chain. Et c'est ça l'histoire qu'on est en train de construire. Donc on a également Saint-Gobain qui est dans la salle, et on est en train de réaliser cela. Et donc nous avons pu créer un livre blanc sur les céramiques. Et là, on retrouve toute notre place, puisqu'on a un secteur académique extrêmement fort, notamment à Limoges. Et donc, avec eux, avec les partenaires industriels qui expriment un besoin, et on les aide aussi à exprimer un besoin. Parfois, c'est pas si simple que ça. Et donc, on est en mesure de trouver les bons acteurs. Puis après, on va rentrer vraiment dans le détail, puisque pour faire ce genre de céramique, il faut des machines, il faut des lignes d'imprégnation, il faut aussi de l'IA pour être capable de mesurer tous ces éléments-là. Et donc, on va prendre les acteurs les uns après les autres, des petits et des gros, de telle façon à pouvoir construire ce puzzle-là et ensemble arriver à une ambition qui peut être une ambition très forte, nationale, de souveraineté. Alors, ça peut être aussi européen. On peut aller chercher les partenaires là où ils le sont, en étant tout à fait vigilant par rapport à la concurrence internationale qui est souvent hors Europe. Alors, on va poser la même question à Christophe Valorge pour Thales. Le projet emblématique, si j'ose dire, que vous menez avec l'IRT. Alors en fait, moi j'ai envie de répondre qu'il y en a plusieurs, oui. de la même famille en fait. Hein. Je D'accord. reviens sur l'intelligence artificielle
Magali a parlé tout à l'heure. Effectivement, pour nous, depuis le début, on a commencé à travailler sur les applications de l'intelligence artificielle sur nos produits, hein, comment insérer de l'intelligence artificielle dans nos produits, que ce soit pour l'identification de cibles dans des images, que ce soit pour l'optimisation de planification de satellites, enfin, pour que ce soit aussi même pour notre production, hein, pour la détection automatique de défauts dans la production. Donc ça a donné lieu à une suite de projets, en fait, ce qui montre aussi l'intérêt, très partenariaux, avec énormément de partenaires, notamment aussi des partenaires académiques, qui s'appelaient, j'ai noté les noms parce que j'avais du mal, oui, c'était OCE, puis Synapse, puis Minds, donc, qui était à Toulouse depuis 2014, hein, donc c'est une longue série qui continue. En parallèle, on avait commencé à créer l'IRT à Sofia, Oui. et un des premiers projets emblématiques, et c'est celui peut-être que je mentionnerai le plus, il s'appelait SIAR, il faisait aussi de l'IA, mais à bord des satellites. Comment implémenter une capacité à bord des satellites pour faire la même chose, faire du traitement d'images et insuffler d'intelligence à bord. Et ça, c'est quelque chose qui a très bien marché, puisque ça a donné lieu à une première mondiale de démonstration à bord d'un satellite de l'ESA, donc de ce petit projet, entre guillemets, Oui. hein, de R&D, finalement, pas si important que ça, mais bénéficiant de ce qu'on avait fait déjà à Toulouse, bénéficiant aussi de ce qu'on pouvait apporter. Donc ça, c'est vraiment une réussite, et c'est loin d'être fini. Et c'est ce que je voulais aussi souligner, c'est que derrière, il y a encore un projet qui s'appelle IRMA, si je me rappelle bien, qui est la convergence finalement sol et bord de tous ces projets-là. On a déjà évoqué évidemment DEAL, qui est un projet très important, hein, qui est moins applicatif finalement que ceux dont je viens parler, et qui est plus fondamental, hein, sur l'IA explicable, l'IA qui va vers une capacité de l'insérer dans des systèmes critiques, de faire de la qualification, de la certification, des choses comme ça, hein, de travailler fondamentalement sur cette IA-là. Donc c'est quelque chose à laquelle on a participé aussi, qui est très important aussi pour nous. Et l'IA finalement, d'une façon générale, pour Thales en général, l'IRT est vu comme l'acteur dans lequel on va effectivement faire les recherches en IA, parce qu'on va y retrouver des partenaires, mais encore une fois, des compétences que l'IRT a su bâtir. Et je trouve que c'est remarquable, hein, dans tous les niveaux. On a des talents à l'IRT qui maîtrisent l'IA. On a un management qui sait manager, je dirais, la discipline IA et attirer les talents, et continue à faire ça. Et donc, c'est pour nous une vraie réussite. Et voilà, c'est ce que je voulais citer comme réussite. C'est important pour nous. On continue à investir. Je sais qu'il y a peut-être un projet emblématique sur l'IA qui serait l'IA dans le cloud, donc la grande réunification, je dirais, de l'IA avec les techno-clouds, et avec en arrière-pensée, je pense aussi justement le développement durable d'une IA qui soit un petit peu, je dirais, moins gourmande, Oui. et plus intelligente sur la façon dont elle est implémentée. Donc voilà, c'est loin d'être fini, et pour moi, c'est un axe de force de l'IRT. Alors, Denis, je vais vous faire réagir à tout ce qui a été dit, parce que vous travaillez avec Thales, mais vous travaillez avec Thales Avionics aussi, et je crois que vous travaillez notamment sur un projet de réseau, si j'ai bien compris. Alors tout à fait. Alors pour faire le lien entre l'IA et les réseaux, en fait, Ouais. ce qui est rigolo dans l'affaire, c'est de pouvoir certifier cette affaire-là. Dire mettre de l'IA à bord d'un avion, en soi, tout le monde pourrait être ravi de cela, mais si c'est pour des fonctions critiques, on voudrait s'assurer que ça marche à tous les coups. Sur un réseau, c'est pareil. On a un réseau Internet à bord de l'avion qui permet aux différents systèmes de communiquer entre eux. D'accord. Magnifique. Sauf que autant quand vous regardez un film sur Netflix, vous pouvez accepter une interruption ou une latence, même si ça vous énerve, c'est pas plus grave que ça. Bon, j'ai pas besoin de vous faire le film Non. si ça se passe sur un avion. Donc, on se doit d'avoir un système extrêmement performant, fiable, certifiable, explicable, et bien sûr en capacité d'être hyper réactif, et dans le pire cas. Et donc c'est le projet Eden que l'on a fait avec Thales notamment, et pas que, bien sûr. Et donc là on est dans Eden 2. Et en fait c'est toujours positif. On a eu hier une discussion avec les différents représentants des ministères. Lorsqu'on a Eden 1, Eden 2, puis demain Eden 3, c'est toujours un bon signe. Ça veut dire que là on est vraiment inscrit dans une continuité. Alors c'est vrai sur ce projet-là, mais c'est vrai sur pas mal d'autres projets sur lesquels on s'inscrit vraiment dans la durée pour arriver à créer une valeur in fine pour Thales, mais aussi pour les autres acteurs. Nathalie Dicken, même question. Quel projet emblématique, enfin quel projet en tout cas vous menez, vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui avec l'IRT? Alors j'ai complètement changé d'avis, hein. J'avais réfléchi un petit peu, et puis en vous écoutant tous, j'ai complètement changé d'avis sur ce que je voulais mettre en avant. Vous avez le droit. Oui, j'ai le droit. Vous avez le droit.
Non, mais en fait, en écoutant tout le monde, je pense que pour les gens qui connaissent moins bien l'IRT, ce qu'il faut voir quand même, c'est que on l'a pas trop dit, ça non plus. C'est que la force de l'IRT, c'est qu'on a des domaines très distincts. Hein. On a l'impression qu'on passe de l'avion, on va dire de l'électricité, les matériaux et l'IA. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que tout ça, c'est en train de se rejoindre. Et c'est peut-être la force de l'IRT aussi, c'est cette capacité à faire marcher ces trois domaines ensemble. Et ça, on n'en a pas trop parlé. De même qu'on n'a pas trop parlé non plus, c'est l'Institut de recherche pour l'aéronautique, le spatial et les systèmes embarqués. Ce qui fait qu'on a des acteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. On parlait tout à l'heure un peu des gens comme Leroy Sommer, mais on a emmené aussi des gens comme Alstom, donc des gens du ferroviaire, on a Actia, enfin voilà, on a quand même des gens qui viennent de d'autres domaines et qui enrichissent beaucoup les feuilles de route. Ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'on passait un temps fou à travailler sur les feuilles de route pour savoir où on voulait aller par rapport aux défis qu'on avait tous, pour essayer aussi de trouver des synergies sur les domaines sur lesquels on voulait travailler ensemble. Et en termes de projets emblématiques, donc déjà, je voulais dire qu'on passe un temps fou à trouver les noms. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Trouver les noms des projets, c'est un travail à plein temps. Hein. À plein temps, d'accord. Moi, je vais citer ceux sur lesquels j'ai un peu contribué. Hein. Je pense au projet So Cool. J'ai trouvé quand même que ça claquait, quoi. Donc, mais pour dire tout ça, c'est voilà, So Cool. Pourquoi ? Parce que quand on parle de décarbonation, on pense toujours à l'électricité. On pense maintenant au carburant durable, on pense à l'hydrogène et on pense beaucoup moins à la thermique. Et le management thermique, c'est super important. Je passe mon temps à le répéter, mais je pense que peu de gens sont conscients à quel point, si on ne résout pas les problèmes de la thermique, ces avions électriques, hydrogène, ne voleront pas. Donc voilà, donc dans l'IRT aussi, on a eu des projets qui étaient autour de la thermique, comme le projet So Cool, ou ensuite des projets aussi pour travailler sur le dégivrage avec des surfaces qui justement, donc là c'était le domaine matériaux plutôt, hein, avec des surfaces ice-phobiques, c'est-à-dire qui repoussent la glace, hein, pour ne pas avoir justement à dégivrer. Donc voilà ce que je voulais mettre en avant. Eh ben, merci beaucoup. Denis, je me tourne vers vous. Alors peut-être vous voulez réagir à tout ce qu'a dit Nathalie. Allez-y, je vous en prie. Surtout complètement d'accord avec ce que dit Nathalie, et même je compléterais sur la partie de traitement de surface pour lutter contre la glace. On peut même rajouter de l'électrique dedans pour compléter lorsque finalement le traitement surface est pas utile. Je voulais prendre un autre exemple en fait de mixité finalement des compétences sur un projet sur lequel Liber est également impliqué, qui consiste à faire de la fabrication additive mais pour du composite. Et tout ça d'une manière robotisée. Donc on a un projet en cours qui s'appelle l'Intrépide. Alors je le cite parce que c'est un sujet, c'est un exemple finalement de collaboration entre le monde académique avec l'Université Toulouse et l'IRT et les industriels bien évidemment. Il se trouve que ce moyen ne sera pas dans les bureaux de l'IRT. Il sera dans l'université. Il sera à la MFJA qu'on a cité tout à l'heure, la maison Jacqueline Auriol qui est à côté de l'IRT. Et pourquoi cela ? Parce que non seulement on a besoin de développer des technos, mais on a besoin de développer les compétences demain qui seront chez Liber et chez d'autres acteurs. Et donc c'est une pierre de coups quelque part. En plus un co-investissement, donc c'est aussi assez malin on va dire, de telle façon à avoir des plateformes qui ne prennent pas la poussière. Parce que lorsqu'on fait des investissements, il est important d'avoir une capacité, certes, de faire des recherches industrielles, mais aussi d'utiliser au maximum ces moyens-là. Et là, pour la formation, c'est vraiment une pierre de coups. Alors, projetons-nous dans l'avenir encore plus loin, si j'ose dire. J'aimerais maintenant, un peu pour finir cette table ronde, si j'ose dire, qu'on se projette sur les futurs programmes, ceux qui vont pouvoir intéresser les industriels qui sont avec nous. Denis, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de futurs programmes sur lesquels vous allez travailler avec les industriels qui sont présents aujourd'hui avec nous? Alors tout à fait. Alors, en fait, là, je pourrais passer la prochaine heure pour expliquer tout ce qu'on a. Alors non, ça ne va pas être possible. Bon, d'accord. Donc on va essayer de résumer, mais on a différents thématiques phares, on va dire. Et avec les administrateurs, on a beaucoup réfléchi sur justement cette notion de stratégie technologique qu'on a traduit sous forme de positionnement d'excellence, et ça a été très structurant. Donc on a été poussé aussi à le faire, et c'est très bien, et finalement très vertueux. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet d'ailleurs, vous trouverez toutes les informations. Et donc on a différentes bien sûr thématiques. Je vais prendre quelques exemples, je ne vais pas pouvoir tous les lister. On a commencé à un peu aborder sur le titane,
Je suis persuadé. Alors on a commencé en fait sur le titane avant la guerre en Ukraine. On a peut-être raison trop tôt. L'actualité nous rattrape. Il est évident qu'il y a un big bang à faire. Il faut qu'on s'organise et on le fait avec notamment Aubert & Duval, Safran et Airbus qui sont maintenant actionnaires de cette belle société parce que finalement ce sont les derniers qui savent forger quelque part et matricer le titane en France. Et donc la vraie question c'est comment les accompagne-t-on pour réussir leur pari court terme de production, c'est un peu leur mission quand même, mais aussi préparer la suite. De telle façon à ce que demain ils soient compétitifs et surtout qu'on consomme moins de titane, puisque en fait le ratio qu'on appelle buy to fly, ce qu'on achète pour que ça vole, c'est de l'ordre de 10. D'accord. Alors, on aime bien les 10 en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de 10 ça veut dire j'ai besoin de 10 kilos de titane pour un qui vole. Et qu'est-ce qu'on fait des 9 autres? On les envoie aux US. Et donc on est le premier producteur de titane des Américains, alors qu'on extrait quasiment rien du sol. Ça, c'est magique. Et donc, bien sûr, on veut être beaucoup plus vertueux, réduire ce 1 à 10 à beaucoup moins, 1 à 5, 1 à 3, voire moins. Et la fabrication additive est un excellent outil pour cela, entre autres. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est être en capacité de prendre ces pièces-là et de les recycler, enfin ces copeaux-là, et de les recycler en local pour l'aéronautique et le spatial. D'autres exemples? Alors, je peux en citer un on a autre. Encore un petit peu de temps, on peut en Donc citer quelques-uns. On va prendre un autre sujet pour lequel on a beaucoup discuté avec Christophe et Florence d'Airbus Defence and Space, qui est les télécommunications. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement pointu et extrêmement sensible, notamment avec Iris Carré, qui est le projet européen de télécommunications. On parlait de souveraineté, c'est la souveraineté des télécommunications européennes. C'est indispensable. C'est le nouveau programme après le GPS. On a ce programme-là, il est essentiel. Maintenant, la question, c'est comment l'IRT peut contribuer à cela. Et donc, le vrai débat que l'on a, c'est de dire, sur les sujets qui sont à trop haut niveau de TRL, c'est-à-dire des maturités trop élevées, avec de sociétés qui ont un positionnement complémentaire sur le marché. Complémentaire, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je te laisserai compléter. Il a pris le micro, je pense qu'il va compléter. Et donc, voilà, concurrentiel. Et donc, je pense que ce n'est pas là où on attend l'IRT. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse... tu vois, le mot concurrentiel a été coupé automatiquement. Et donc, ce qui est important, c'est la censure. Exactement. Vous avez été censuré en direct. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est vraiment, et là, c'est le travail qu'on doit faire avec ces deux sociétés, entre autres, c'est de dire, voilà, on attend l'IRT, là, dans les 10 prochaines années, à faire cela, avec ce niveau de maturité, parce que ça fait sens d'avoir une base commune, et puis après, chacun vivra sa vie de son côté. Christophe? Oui, pour compléter, peut-être donner un petit peu de contexte. Effectivement, on a une période un petit peu, j'allais dire historique, c'est un gros mot peut-être, mais sur les communications d'une façon générale, vu du spatial, on a une convergence des communications mobiles, donc à partir de la 5G, avec les communications spatiales. Et c'est en ça que pour nous, c'est une opportunité très intéressante. On va de plus en plus intégrer le satellite dans les coms mobiles, parce qu'on a beaucoup travaillé en amont pour faire en sorte que les protocoles mobiles, 5G, puis 6G dans le futur, soient totalement compatibles du spatial. C'est-à-dire de satellites qui défilent, donc qui ont du Doppler, de handout qu'il faut être capable de faire pour passer d'un satellite à l'autre, etc. Et donc maintenant, voilà, on est arrivé à la situation dans laquelle le satellite pourra être vu comme un répéteur mobile, comme un autre, entre guillemets, pas tout à fait. Et donc c'est une véritable rupture et c'est une opportunité, je pense, pour nous, effectivement, de continuer à travailler sur les télécoms, mais en particulier sur cet aspect-là, avec une convergence qui répond finalement à ce que disait Bruno Bonnel dans son introduction, convergence entre l'IRT Saint-Exupéry qui est très aéronautique et spatiale, et puis BICOM, par exemple, qui est très communication mais non spatiale, puisque on a justement cette convergence entre les deux. Et donc, c'est effectivement arriver à imaginer un projet, une plateforme de test, par exemple. Il faut savoir que la 6G va vraiment s'intéresser au vertical, genre automobile, le rail dont on a parlé, la sécurité, etc. Imaginer une plateforme dans laquelle on pourrait tester la solidité du transfert des communications quand on est en zone terrestre,
vers la zone non terrestre, donc couverte par le satellite. Quand on sort, quand on arrive dans une zone blanche, par exemple, en voiture, en rail ou dans le camion de pompiers, c'est quelque chose dont on aura besoin de toute façon, nous, intégrateurs, de tester cette solidité, cette robustesse-là, et on pourrait très bien imaginer mettre ce genre de plateforme à l'IRT, la partager, la co-investir avec Airbus et avec bien d'autres, hein, avec les opérateurs mobiles, etc. Voilà, donc c'est un projet, effectivement, qui, à mon avis, est du futur, sur lequel il faut qu'on travaille. Alors, Christophe, tu as mentionné Bicom, qui est un autre IRT. On a cité 3 thématiques notamment, hein, donc les télécommunications, les matériaux et l'électrique. Il se trouve que en fait, les télécommunications, effectivement, avec l'IRT Bicom, les matériaux avec l'IRT Jules Verne, Stéphane Cassereau, mon homologue de Jules Verne, est ici. On a l'équipe de M2P du côté de Metz qui sont également dans la salle. On a créé une alliance matériaux et on est en train de créer une alliance mobilité électrique avec d'autres IRT et ITE, donc Ralenium, Nanoelec, Supergrid et VDCom. Et donc on est aussi au bout de 10 ans, donc l'âge de raison, c'est aussi, on commence à jouer ensemble. Et je pense que c'est dans l'intérêt vraiment une capacité à augmenter notre force de frappe. Donc on a près de 2000 collaborateurs IRT en France et on est capable de traiter toutes les disciplines, à une exception qui est le nucléaire, parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas l'air du temps. Voilà. Et je précise que M. Bonnel tout à l'heure l'a dit, hein, que les IRT travaillaient particulièrement bien ensemble et il s'en félicitait d'ailleurs. C'est clairement quelque chose que nous poussons d'une manière extrêmement forte. Pour nous, c'est clé. En tout cas, je vois que ça foisonne d'idées, de projets, que M. Bonnel le disait tout à l'heure, hein, 10 ans, c'est le début de quelque chose d'autre. En tout cas, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à faire. Justement, ces 10 ans, on est en train de les fêter, on vient de les fêter. Messieurs, dames, les industriels, votre IRT idéal dans 10 ans, si on se revoit dans 10 ans, vous me diriez quoi ? Alors, avant l'IRT idéal, je voudrais revenir sur ce que disait Christophe dans ton domaine. Non, mais c'est pour ça fera la liaison. Toi, tu parlais de moment de rupture. Je pense que dans l'aviation commerciale, ou dans l'aviation en général, on est aussi à un moment de rupture. Si je prends l'exemple d'Airbus, le travail des 50 dernières années a permis à cette boutique d'être le leader mondial. Donc on peut être très content, très fier, très tranquille. En fait, ce n'est pas une position très stable. On a des défis en face de nous qui sont énormes. On s'est donné des ambitions extrêmement fortes sur la décarbonation. On a un concurrent principal aujourd'hui qui n'est pas en très bon état, mais qui du coup va revenir très fort. L'industrie américaine met les watts sur ce sujet-là. On a un nouveau concurrent qui arrive en Chine. Donc le futur s'annonce compliqué. Donc on va y répondre. Et aujourd'hui, on plante toutes les graines qui nous permettront dans quelques années de répondre et d'être prêts aux défis des 50 prochaines années. Et donc on s'appuiera évidemment sur l'IRT. Et dans ce cadre-là, pour moi, ce dont j'aurais besoin pour l'IRT, là c'est peut-être un appel non seulement à l'IRT, mais aux personnalités plus politiques qui peuvent être dans la salle et à l'État en particulier. Moi j'aurais besoin, je pense, de stabilité pour les 10 ans qui viennent. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis un peu effaré. Ça fait 2-3 ans que je suis au conseil d'administration et qu'est-ce que je vois ? Je vois des équipes qui sont extrêmement pros, les équipes de Magali et Denis qui gèrent leur boutique, leur projet de façon extrêmement efficace, extrêmement professionnelle. Mais en même temps, je trouve qu'ils passent un temps énorme à gérer de l'incertitude. Alors je sais qu'on est dans un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe, qui est tout ce qu'on veut. Mais quand même, ils ont un jeu de contraintes qui leur vient de la façon de fonctionner, de la façon d'allouer les budgets, même le cadre réglementaire. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que je n'ai pas le droit de faire ça ? Je trouve ça assez compliqué. Donc j'espère qu'il y aura rapidement de la stabilité aussi de ce côté-là. Sécuriser le financement, c'est essentiel. J'entends. Oui, effectivement, sécuriser, je rebondis là-dessus, c'est une bonne remarque, sécuriser le financement venant de l'État, donc le support de l'État avec une visibilité qui permet d'éclairer la route sur le futur, c'est important. Il faut aussi, la réussite de l'IRT, ça va venir, on le sait, de la capacité de l'IRT à aller chercher ce qu'on appelle le troisième tiers, c'est-à-dire le complément justement de ce qu'apporte l'industrie, de ce qu'apporte l'État, et ce complément pour arriver à boucler le budget. Et je pense qu'un IRT qui marche, dans 10 ans, ça sera aussi un IRT qui, fort de ces domaines d'excellence là, sur lesquels on a essayé de travailler, sera bien reconnu par les membres de l'IRT comme des membres dans un domaine d'excellence, de manière à ce qu'on ira ensemble, l'IRT et les membres, rechercher ce troisième tiers
pour vraiment complémenter et boucler les projets qui sont importants. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le prendre, parce que et donc c'est ce qu'on fait par exemple sur l'IA, c'est ce qu'on a vocation à faire sur les télécoms. C'est vraiment à partir du moment où on est sûr, nous industriels, membres de l'IRT, d'avoir bien réussi à identifier les bons domaines techniques dans lesquels on veut outsourcer notre R&D à l'IRT et dans lesquels de façon systématique on veut s'appuyer sur l'IRT, alors naturellement dans notre recherche de financement de R&D, on associera l'IRT avec nous. Et c'est comme ça qu'on gagnera ce troisième tiers. Donc pour moi, l'IRT dans 10 ans, c'est qu'il aura effectivement bien réussi à convertir ces domaines d'excellence qu'on a identifiés là, récemment en reconnaissance de domaines dans lesquels il n'y a plus de questions quelque part, tous les membres de l'IRT s'appuient sur l'IRT pour faire ça. Nathalie Duquesne, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oui, je suis d'accord. Et sur la simplification, la visibilité sur le long terme, c'est hyper important, surtout quand on voit qu'on est sur des technologies de rupture. On pense à l'avion décarboné, ça ne va pas se faire en 5 ans. Hein. Donc ça, c'est vrai que ça manque un peu. Aussi, parfois, on voit des attaques sur l'IRT. Bon, moi, je veux dire à ceux qui attaquent, c'est un peu comme au rugby. J'avais un chef qui me disait, lui, il ne met pas la tête, tu vois, c'est pas un bon, il ne met pas la tête. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Je veux dire, souvent, les gens qui critiquent, c'est ceux qui n'ont pas mis la tête. Donc, pour pouvoir juger de la valeur de l'IRT, il faut y mettre des ressources, pas seulement de l'argent. Il faut y mettre des ressources. Je pense que en plus, c'est un outil qui est extraordinaire pour développer nos experts en interne. Les gens qui sont passés par l'IRT, qui reviennent chez nous, ils ont vraiment gagné en compétences et ils sont heureux d'avoir eu cette capacité-là, donc de cette opportunité-là. Donc ça peut faire partie aussi des parcours de formation, hein, pourquoi pas. Donc ça, il faut le réfléchir aussi. C'est un peu la spécificité de l'IRT. Il faut continuer à avoir, dans 10 ans, je pense que ce qui est important, c'est que nous, on reste super vigilants sur faire que les plateformes sur lesquelles on investisse, elles soient hyper différenciantes. Moi, j'étais présidente du COS pendant quelques années. Quand on regardait les roadmaps et les investissements qu'on devait faire, on vérifiait toujours que ça n'existait pas ailleurs. L'idée, c'est vraiment de trouver cette spécificité et c'est comme ça qu'on arrivera à créer ce fameux troisième tiers. Bon, au-delà, je pense que c'est un peu exigeant de vouloir créer un troisième tiers quand on voit que personne ailleurs en Europe n'a réussi à avoir des instituts qui vivent de leur propre financement. Hein. Donc là aussi, je voudrais que l'État soit conscient du rôle que joue aujourd'hui l'IRT dans l'écosystème, à quel point c'est important pour nous industriels. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous là et qu'on a soutenu l'IRT aussi dans les phases difficiles, notamment au moment du Covid. Donc voilà, il y a quand même quelques messages forts à faire passer. C'est vraiment un outil hyper important, hyper structurant. Et j'espère que dans 10 ans, oui, on ne sera pas en train de se dire, mon Dieu, est-ce que ça existera encore l'année prochaine ? Parce que sincèrement, on y investit, on en a besoin. Partenariat public-privé, ça veut bien dire que nous, on y met les 50%, hein, donc demain, ce sera un tiers, mais ça veut dire que l'autre tiers, c'est aussi nous qui le mettrons parce qu'on ira chercher de la prestation. Il ne faut pas que ce soit en concurrence avec les prestataires locaux, donc il faut vraiment qu'on crée des choses qui sont hyper structurantes pour la communauté toulousaine et ailleurs. Merci Nathalie Duquesne. Même question, Christian Picollet. Votre IRT idéal dans 10 ans ? Je vais me tourner vers le passé. Les 10 dernières années, ça a été 10 années d'efforts pour structurer les projets. C'était une exigence et l'exigence a quand même la base de l'excellence. Donc on a fait cet effort-là. Si on regarde vers l'avenir, on vit une période formidable au sein de la techno. Alain l'a dit, il faut maintenir notre leadership mondial et on espère que Airbus sera le leader mondial. Donc on a ça devant nous. Moi, je suis serein sur la route technologique. On a devant nous des sujets technologiques hyper importants, hyper enthousiasmants. Donc il faut on utilise cette intelligence collective qu'on a su mettre en place sur ces 10 ans, redonner de la sérénité aux équipes, et en particulier sur la sérénité sur l'existence budgétaire. Je pense que c'est la sérénité qu'il faut qu'on apporte. On gagnera quand on est dans l'effort constant et permanent, donc il ne faut pas qu'il y ait des sursauts. Et puis, avec ça, pas oublier que si on veut être leader mondial, il faut des talents. Et il faut donc renforcer le lien académique et l'enseignement, parce que c'est les talents de demain, ça se construit aujourd'hui, et c'est dans ce lien-là qu'il faut qu'on travaille. Merci beaucoup. Rendez-vous donc dans 10 ans. Merci à tous les 5, on peut les applaudir. Vous restez avec moi, on va prendre quelques questions s'il y en a. Alors, vous avez vu, on a la petite ambiance question. C'est la salle qui s'éclaire. Et on attend de voir si des doigts se lèvent.
Il y en a ici dans cette salle, et je ne sais pas si au planétarium on est redescendu des étoiles, on avait la tête dans les étoiles tout à l'heure. On va prendre une première question ici, et ensuite, planétarium, je vous donnerai la parole. On vous écoute. Donc Bruno Darbou, président du pôle compétitivité Aerospace Valley. C'est peut-être pas une question, c'est peut-être un petit complément d'un axe qui n'a pas été vraiment mis en évidence là, dans la discussion. C'est l'axe comment on embarque dans les projets technologiques des acteurs plus petits, les PME, les startups. Ce n'est pas l'histoire initiale de l'IRT que d'être capable d'embarquer ces sociétés autrement que pour des actions de sous-traitance, de fabrication, etc. On a progressé là-dessus. Hein. Donc, moi, j'ai une casquette d'administrateur de l'IRT et je joue ce rôle-là de poil à gratter pour s'assurer qu'on embarque bien les PME qui ont beaucoup à gagner à venir travailler à l'IRT parce qu'elles en ressortent avec, oui, plus de compétences pour leur personnel, mais aussi de la capacité à exploiter de la propriété intellectuelle pour du produit innovant à mettre sur le marché. Donc, l'IRT à 10 ans, je pense que c'est faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais avec une accélération sur l'embarquement des sociétés plus petites, start-up ou sociétés PME déjà établies. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Oui, c'est ce que j'allais proposer. Est-ce que quelqu'un veut réagir Non, effectivement, j'allais abonder. Effectivement, alors, je vais parler pour Thales, hein, nos projets collaboratifs intègrent naturellement un écosystème, notre supply chain potentiel, futur, hein, pas forcément des gens qu'on connaît déjà hein, d'ailleurs, mais on va les chercher. On l'a fait beaucoup à Sofia, on le fait évidemment énormément à Toulouse. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. La nature même des projets collaboratifs de l'IRT sont d'être ouverts à ces collaborations avec des partenaires un petit peu nouveaux. Et je suis d'accord qu'il faut continuer absolument, puisque quelque part, la recherche qu'on arrive à faire ensemble, c'est les futurs projets, les futurs contrats, les futures activités qu'on a dans le futur. Alors, est-ce que le planétarium, parce qu'on ne vous voit pas, a une question ou une réflexion d'ailleurs? Je vais récupérer. Oui, alors au planétarium, on a bien écouté les conseils de Nathalie, on a chauffé un peu la salle. La thermique, c'est important. Alors peut-être sous l'angle des témoignages de chercheurs, architectes de l'industrie et des PME, des startups qui viennent à l'IRT, on peut les entendre sur ce qu'ils viennent y chercher, et finalement quels sont leurs parcours et leurs expériences. Alors les mains se lèvent là-dessus. Alors, on vous écoute. Que les mains qui se lèvent s'expriment. Une main se lève ici. Alors, allez-y, on vous laisse la parole, monsieur ou madame. Oui, bonjour, Christophe Moreno. Juste un petit témoignage sur mon arrivée à l'IRT Saint-Exupéry. Je suis mis à disposition de Thales Alenia Space. J'ai découvert l'IRT effectivement avant de démarrer une nouvelle activité sur Sofia Antipolis, puisque effectivement cette annexe IRT Saint-Exupéry sur Sofia n'existait pas. Sur la volonté, bien sûr, de Thales Alenia Space, qui avait déjà un projet en vue. Et je suis venu sur ce projet avec de fortes ambitions et je dirais l'envie effectivement de faire un projet collaboratif, comme ça a été dit, et pousser l'ADN de faire un projet intégré aussi, c'est-à-dire avoir nos partenaires autour de la même table sur un projet, ce qui permet d'avoir effectivement un effet de levier et une capacité à prendre des décisions assez rapidement sur les différentes options qui s'offrent à nous. Et ça, c'est une liberté qui est pour moi hyper intéressante, il me semble, de développer au sein de l'IRT et de pouvoir faire quelque chose avec des acteurs ou des personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion, en tous les cas, de croiser dans un projet R&D interne et d'amener ces compétences complémentaires effectivement autour de la même table. Donc voilà, c'était un petit témoignage merci. Du planétarium. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, peut-être une réaction, Denis. Il se trouve que Christophe, qui est aussi le directeur du site de Sofia, héberge aussi une start-up qui a été co-créée avec Thales. Par ailleurs, est très impliqué dans le pôle de compétitivité SAFE.
Donc pour répondre à Bruno, le pôle de compétitivité, on se rapproche de plus en plus d'eux, donc que ce soit Aerospace Valley, Safe, Optitech, SCS, Aztec, Limoges sur les céramiques. Donc on a un panel comme ça extrêmement large en face de nous, et en fait pour nous ce sont des acteurs sur lesquels on s'appuie de plus en plus pour développer le réseau justement des startups et PME. On a également, avec les services de l'État, simplifié l'accès à l'IP, la gestion de l'IP. On a simplifié nos processus, y compris tout ce qui était contractuel. Et donc, j'aime à dire qu'aujourd'hui, notre première expertise, c'est la gestion de la complexité multipartenariale pour que ce soit simple pour les acteurs. Et alors, autant un grand groupe peut accepter de la complexité, autant une PME start-up ne peut pas. Et donc, on est sur ce chemin-là. Et je peux vous dire qu'on va continuer à le faire pour être de plus en plus accueillant pour ce genre de société. Merci à vous. Alors, j'ai pas de main qui se lève ici. Y en a-t-il? Ah si, j'ai une main qui se lève. Alors, par contre, tout là-haut. Et tout là-haut, on en a plein, mais je n'ai pas de micro. Si, regardez, on a des hôtesses qui s'approchent de vous. Alors, très fort. On essaye, on le tente pendant que le micro arrive jusqu'à vous. Alors, attends, Maxime, parce que de l'autre côté, ils ne vont pas entendre. Ah oui, c'est vrai. Au planétarium, sans micro, on ne va pas vous entendre. Oui, bonjour. Donc Maxime Box, je voulais vous remonter un sujet qui vient d'un séminaire qu'on a eu avec l'Axe TFA hier. C'était une question par rapport à nos membres. Vous avez, Nathalie, vous avez mis en avant l'apport des mis à disposition que vous envoyez à l'IRT quand ils reviennent. Et une question qui avait été posée, c'est serait-il envisageable d'avoir des mis à disposition, donc du personnel IRT, qui serait mis à disposition au sein de votre entreprise pour accompagner les développements? Alors, Nathalie, elle adorerait, c'est ce qu'elle vient de dire, elle n'a pas de micro, donc je traduis. Moi, j'adorerais. Effectivement, le modèle ne fait pas ça aujourd'hui. Par contre, il arrive effectivement que des gens qui ont été pendant des années dans l'IRT intègrent nos entreprises. Mais effectivement, ce concept de mise à disposition dans les entreprises, en plus, là aussi, ça pourrait faire partie du parcours des gens qui sont dans l'IRT et qui souhaitent rester dans l'IRT. Et oui, donc là, je me tourne plutôt vers le directeur général de l'IRT pour lui dire que c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, on a un premier exemple, c'est Ludwig qui est détaché à Airbus sur des aspects robotiques et qui est donc un collaborateur de l'IRT et qui travaille à l'IRT par ailleurs. Donc, et d'ailleurs, c'est un temps partiel, ce qui renforce encore plus le lien entre les sociétés. Donc je suis complètement favorable à cela. Et Maxime, dans TFA, ça veut dire technologie de fabrication avancée, c'est-à-dire notamment tout ce qui est matériaux, c'est une très bonne idée qu'on va poursuivre. Et alors, cette question, je ne sais pas si c'est ça, a fait se lever plein de mains. Donc, on arrive. Une question tout en haut et on prendra monsieur ensuite. On vous écoute, monsieur. Pierre Baquet. Oui, c'est fort. Pierre Baquet, mise à disposition de Thales Alenia Space. Donc, j'ai bien compris au travers de tous les échanges qu'il y a des enjeux pour les futures années sur tous les aspects souveraineté. Par contre, côté IRT, il y a aussi un aspect recherche. Et on sait bien que dans le monde de recherche, on est jugé à l'aune des publications. Donc comment on arrive... Et par contre, l'aspect souveraineté, c'est on ne veut pas trop dire ce qu'on fait. Donc comment vous arrivez à jouer à trouver le juste milieu. Cette dualité? Alors, qui répond? Nathalie. Oui, je vais encore mettre les pieds un peu dans le plat, mais je trouve dommage aujourd'hui que les carrières, notamment, notamment je pense aux gens du CNRS, quand ils passent par l'IRT, c'est absolument pas valorisé. Donc on a vu que beaucoup de personnes qui venaient dans l'IRT étaient des gens qui étaient soit déjà avaient eu la carrière qu'ils souhaitaient dans leur propre laboratoire et du coup venaient rejoindre l'IRT parce qu'ils avaient cette envie de partage et de travailler avec les industriels et y trouver l'écosystème hyper passionnant et intéressant. Mais malheureusement, ce n'est pas valorisé. Et tant que ça, ce ne sera pas, entre guillemets, résolu, on aura toujours du mal à avoir les académiques à bord. Alors, on les a de façon différente en les associant au projet, etc. Mais on a beaucoup de mal à avoir les académiques sur place à l'IRT et vraiment en détaché, on va dire, à l'IRT. Ça reste compliqué. Ça peut être une question qui sera adressée à la prochaine table ronde. Oui, enfin, si je peux me permettre aussi, je soutiens cette idée que si on veut améliorer le lien entre le monde académique et le monde industriel, il faut travailler sur cet aspect-là. Et c'est un sujet qui n'est pas facile à faire parce que ça pose plein de questions au monde académique et à la gestion du personnel du monde académique. Mais on ne peut que souhaiter, parce que c'est vrai pour tous les IRT, on ne peut que souhaiter que ce sujet avance.
Alors, le monde académique est là, hein, et d'ailleurs, la table ronde suivante leur sera consacrée. Monsieur Servan, Monsieur Toplis, Monsieur Cocchetti, je vous laisse déjà réfléchir aux réponses que vous pourrez éventuellement apporter à cette question. On a une autre question ici dans la grande salle. Je ne sais pas si on en a du côté du planétarium. Vous nous faites savoir si vous avez des questions, le On a planétarium. des questions, j'espère que vous nous entendez encore. On vous entend très bien et on va en prendre une tout de suite après. On en prend une ici et on arrive vers vous. On vous écoute, monsieur. Bonjour, Lionel Cordès, Technologie Intelligente. Dans les réponses à la question, est-ce qu'on peut envoyer des gens chez un industriel? On l'a fait aussi aux Technologies Intelligentes, chez Thales, sur le sujet du pilotage des drones par de l'apprentissage par renforcement. Et ça marche bien, c'est une personne qui est 4 jours chez Thales et une 5e journée à l'IRT. Et comme ça, on a ce transfert qui se fait dans les deux sens. Et j'espère que ça se déploiera beaucoup plus largement. Donc oui, c'est faisable. Et quand ça intéresse les gens, ils le font avec enthousiasme. Merci. Merci pour cette réflexion. On part donc au planétarium maintenant pour une question ou une réflexion. Alors, je ne sais pas, mais c'est plutôt le côté académique et enseignement qui va s'exprimer. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, bonjour à tous. Gauthier Aubourg, directeur de l'IPS Technam. Oui, je crois que je vais faire un petit teaser pour la suivante table ronde. Vous avez beaucoup parlé de partenariat public-privé, effectivement, donc recherche et industriel. Effectivement, moi, se poser la question de l'enseignement, on a aussi parlé des 10 dernières années et des 10 prochaines années, un petit peu l'ancien monde et le nouveau monde, ce qui veut dire qu'on va parler de transition, de changement de pratique, changement de métier, et c'est voir comment l'enseignement peut être à vos côtés, industriels, pour pouvoir justement aborder ces transitions de métier, et justement, pourquoi pas faire de l'IPS Technam un partenaire sur les 10 prochaines années, étant très sensible sur la notion de professionnalisation et sur la notion d'ingénieur métier. Voilà. Eh ben, la transition est toute trouvée avec la table ronde suivante. On vous fait réagir quand même ici, mais tout le monde a l'air... Je pense qu'on est tous d'accord. Tout le monde a l'air d'accord. Je ne sais pas si on l'a vu au planétarium, mais tout le monde est d'accord avec cette réflexion. Merci en tout cas à tous les 5, on peut les applaudir. Je vous laisse regagner vos places.